Vendredi 1er juillet 2022, dans l'actualité ce jour, après 18 mois, le projet Partenariat mondial pour l'éducation PME Bénin en riposte à la Covid-19 dans le secteur de l'éducation a pris fin. Il a permis d'assurer dans plusieurs communes du Bénin la continuité de l'enseignement pendant et après la pandémie de Covid-19. Le compte rendu de la cérémonie de clôture à suivre dans ce journal. Abdoulaye Bio-Tchane sur le chantier des logements sociaux après une visite guidée. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a dit sa satisfaction. Vous le suivrez dans cette édition. Et puis en interactualité, l'Éthiopie et le Soudan, dont les peuples sont frères, doivent garder l'honneur, a estimé mercredi le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur fond de récentes tensions à leurs frontières communes. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur Speedline Télévision. Clôture ce jeudi 30 juin 2022 du projet Partenariat mondial pour l'éducation PME Bénin en riposte à la Covid-19 dans le secteur de l'éducation. C'est un projet qui a permis d'assurer dans plusieurs communes du Bénin la continuité de l'enseignement pendant et après la pandémie de Covid-19. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi. Reportage de Romaric Dossa et Pierre Akapo à suivre. Pour atténuer l'impact de la Covid-19 dans le secteur de l'éducation au Bénin, le gouvernement a prévu un plan d'intervention. Pour l'appuyer sur le plan financier, le Partenariat mondial pour l'éducation a approuvé le 17 juin 2020 au profit du Bénin un don de 7 millions de dollars provenant du guichet du financement accéléré Covid-19 du PME. Un don destiné précisément à l'éducation de base comprenant le préscolaire, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire premier cycle. Toutes les activités inscrites dans le cadre de ce projet ont pris officiellement fin ce jeudi 30 juin 2022. En termes de résultats, sur 5 des 6 indicateurs de développement du projet ont été atteints. Le seul restant, c'est le nombre d'élèves bénéficiant d'interventions directes pour améliorer l'apprentissage dans les 20 communes. Cet indicateur n'a pas pu être atteint, n'a pas pu atteindre sa cible de 24 000 en raison du fait qu'il y a eu une baisse des effectifs des garçons dans les 20 communes. Je voudrais aussi dire un merci particulier au chargé de programme, M. Yacine Tekbaye, qui a mouillé vraiment le maillot avec nous pour l'atteinte des résultats. Il y a des acteurs de l'ombre. Nous avons les ONG, Aidéation, Éduco, CBO, PTP, qui ont fait des actions de terrain. Je voudrais ici, au nom de mon équipe, vous remercier très sincèrement. Pour le chef de file des ministres en charge de l'éducation au Bénin, Yves Kwaro Tchabi, les résultats sont satisfaisants. Au nom du gouvernement, il réitère ses remerciements à tous les partenaires techniques et financiers, notamment PME, pour son appui permanent au service du développement du système éducatif béninois. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de terminer mon propos sans vous exhorter à poursuivre sur cet exclusif de notre détermination à nous acquitter de nos devoirs avec conscience, responsabilité, professionnalisme et patriotisme dans l'unique dessein de mériter d'autres financements en soutien à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030. C'est à ce seul prix que nous parviendrons à faire de notre vœu de construire une éducation inclusive de qualité au service du développement du Bénin. Non pas un vain slogan, mais une réalité tangible. Nous en sommes capables. Nous sommes sur la bonne voie. Ne lâchons donc pas prise. C'est sur ces mots d'exhortation et d'espoir que je déclare officiellement clôturé ce jour, jeudi 30 juin 2022, le projet PME Bénin en riposte à la Covid-19 dans le secteur de l'éducation du Bénin.
Pour rappel, le projet PME Bénin en riposte contre le Covid-19 dans le secteur de l'éducation a été exécuté sur une période de 18 mois avec 2 objectifs de développement. Assurer la continuité de l'enseignement pendant et après la pandémie de Covid-19, en particulier dans les communes défavorisées. Ensuite, accroître la capacité du gouvernement à atténuer les effets des crises futures. 2 audiences ce jeudi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Aurélien Agbenochi a reçu les ambassadeurs de Vietnam et de l'Espagne. Leur déclaration à la fin de l'audience avec Romaric Dossa. Pour le compte des 2 audiences enregistrées ce jeudi 30 juin 2022 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, c'est l'ambassadeur de l'Espagne près le Bénin qui ouvre le bal. Il expose auprès du ministre Agbenochi sa vision de relancer les relations entre l'Espagne et le Bénin. Et ça touche, disons, tous les domaines. Je parlais avec monsieur le ministre qu'il fallait d'abord peut-être renforcer les cadres juridiques des accords qui unissent les 2 pays. Et on a décidé de travailler là-dessus. Et comme base pour mettre les relations en marche dans beaucoup d'autres domaines. Je pense surtout à l'économie qui était très importante et à augmenter la présence des compagnies espagnoles dans les pays. Mais je pense aussi à la culture. J'étais vraiment étonné de voir comment l'espagnol a une présence importante ici au Bénin. Et je pense aussi à la sécurité, à la contribution de l'Espagne pour la sécurité dans les golfes de Guinée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout, le message, c'est que l'Espagne veut être partenaire du Bénin dans cette phase prometteuse de développement et croissance dans les pays. L'ambassadeur du Vietnam près le Bénin, quant à elle, a échangé avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenochi sur les potentielles coopérations entre le Bénin et le Vietnam, surtout dans le domaine de l'agriculture et du commerce. Nous avons beaucoup de similitudes entre nos 2 pays, surtout que nous sommes des pays agricoles. Et nous avons des points forts dans ce domaine et que nous pouvons échanger, nous pouvons partager des expériences ainsi que de la technologie, les techniques dans ce domaine. Et nous avons discuté aussi les moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre nos 2 pays pour pouvoir hausser ce niveau à un niveau plus grand. Et c'est ce qui est le plus important, c'est de renforcer. Aujourd'hui, nous avons discuté les moyens de renforcer les relations d'amitié entre nos 2 pays, parce que nous sommes cette année, l'année prochaine, ce sera la 50e anniversaire des relations de l'établissement diplomatique des relations entre le Vietnam et le Bénin. Et elle boucle ainsi les audiences du jour. Et puis je l'annonçais en titre, Abdoulaye Bio-Tchané fait le tour du chantier des logements sociaux. Le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale est allé constater l'évolution des travaux. Au terme de la visite guidée, le ministre d'État s'est dit satisfait. Reportage. Démarrés en juillet 2020, les travaux de construction de logements sociaux et économiques à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, marchent. C'est du moins le constat opéré par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchané, lors de sa visite ministérielle. Qui a été fait. Je veux féliciter toutes les équipes, les entreprises qui travaillent ici, l'architecte et surtout le directeur général de la CIMO, M. Oussou, Achille. C'est un gros travail. Des investissements importants. Aujourd'hui, il y a pour près de 250 milliards d'investissements sur ce chantier. C'est beaucoup d'emplois. Il y a plus de 3500 personnes qui travaillent tous les jours ici.
C'est impressionnant. Et donc, vous voyez très bien qu'il y a du travail, il y a des investissements, il y a des revenus qui sont distribués tous les jours ici. Au fur et à mesure qu'il parcourait le site, l'autorité ministérielle se faisait maître de nouvelles découvertes et informations sur le chantier. Le ministre Abdoulaye Biochane a achevé son parcours par un satisfecit exprimé à l'endroit des 3000 personnes environ qui travaillent sur le chantier. Le programme est conçu et financé entièrement par l'État, ce qui permet derrière d'adopter aussi cette autre caractéristique du projet qui est comment les bénéficiaires vont en bénéficier. L'État va assumer l'essentiel des charges puisque les bénéficiaires vont entrer et loger directement dans leurs appartements, dans leurs villas, sans avoir déposé éventuellement des dépôts de garantie comme on le fait souvent dans d'autres pays. Le projet consiste en la construction de 20 000 logements économiques et sociaux de type F4 pour le compte du gouvernement du Bénin dans 14 villes dont 12 960 individus et 7 040 collectifs à travers tout le Bénin. La stratégie d'implantation des logements repose sur la logique de création de villes nouvelles. Et ce journal se poursuit. Les aliments faits à base de céréales, les légumes, les boissons telles que les bières, les vins, également le thé et certains poissons contiennent un élément chimique appelé le plomb, métal qu'on peut retrouver partout dans la nature. Une mauvaise manipulation peut nous exposer à une intoxication. Comment cela est-il possible? Réponse. Le plomb est un métal présent dans l'environnement et dans les aliments tels que les céréales et les légumes. Il est aussi présent dans les boissons gazeuses. Le plomb était utilisé dans l'Antiquité pour la production de monnaie, de canalisation et de vaisselle. Dans l'industrie, ce métal est utilisé pour fabriquer les batteries d'accumulation, revêtements pour les toitures et bien d'autres. On les retrouve pratiquement dans tous les aspects de notre quotidien. Sa toxicité est très élevée et dangereuse. Le problème majeur avec le plomb, c'est sa toxicité sur l'organisme. Et donc, le danger, c'est l'intoxication au plomb. Et il faut dire que cette intoxication-là est plus prononcée, ou bien disons les cibles les plus vulnérables, c'est la femme enceinte et les enfants. Par exemple, chez l'enfant, l'intoxication est plus neurologique, c'est le cerveau, le système nerveux qui est beaucoup plus visé avec les nerfs, tout ça. Donc, on peut retrouver par exemple une baisse du quotient intellectuel, des troubles cognitifs, des troubles du comportement, l'enfant qui est hyperactif, qui est agité donc de temps en temps, et puis des troubles de l'attention. Donc à l'école, c'est pas trop ça, et même à la maison. En plus de ça, il peut y avoir par exemple l'anémie et puis des troubles digestifs. Il faut dire aussi que ces mêmes symptômes-là peuvent se retrouver chez l'adulte qui est intoxiqué au plomb, par exemple. Et chez la femme enceinte, principalement, on aura le risque d'avortement, d'accouchement prématuré, un retard de croissance intra-utérine, c'est-à-dire l'enfant dans le ventre de sa mère, dans l'utérus, ne va pas grandir comme il se doit. Donc, il va naître petit avec voilà, toutes les conséquences que cela implique. Et en plus, la femme est exposée à des risques de faire une hypertension artérielle au cours de la grossesse. De son symbole PB, les dangers du plomb sur la santé ne manquent pas. En cas d'intoxication, le médecin nous montre quoi faire. En cas d'intoxication, le traitement, généralement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la chélation. On va fixer les molécules de plomb qui circulent dans le sang avec des molécules que nous-mêmes on va apporter à l'organisme du patient. Ce qui va permettre donc d'excréter et de libérer ce plomb-là, de l'éliminer par exemple par les urines. À part ça, le meilleur traitement en fait, c'est de soustraire le sujet de l'exposition, du facteur ou de la source d'intoxication. Voilà. Et bon, le reste, c'est des suivis à l'hôpital de la plombémie, donc le taux de plomb, bien la quantité de plomb dans le sang. Tout le monde est exposé à l'intoxication au plomb, mais les enfants étant les plus fragiles, il est important de les éloigner de tout ce qui contient du plomb. La saison pluvieuse est une période au cours de laquelle enfants et adultes sont exposés à plusieurs maladies. La plupart du temps, le paludisme est la maladie phare qui attaque certaines personnes durant cette période. Cependant, d'autres maladies sont également observées. Quelles sont alors les précautions à prendre pour éviter toutes sortes de maladies en saison pluvieuse? Réponse dans ce reportage de Olive Biao.
C'est la saison pluvieuse au Bénin, période propice à la prolifération des moustiques. Les Béninois sont exposés à toutes sortes de maladies durant cette saison. Cette période de pluie, il faut prendre beaucoup de soins chez votre famille. Par exemple, je peux dire, on doit toujours nettoyer. Il y a beaucoup de moustiques qui dérangent la population. Bon, il y a les précautions à prendre, c'est de dormir sous les moustiquaires, surtout aux petits-enfants. Je crois que tu dois propreté. Hein? Dans la maison, et des chambres, et des cuisines. Et la saison de pluie dans notre pays n'est pas sans conséquence sur le quotidien des populations, notamment du fait de l'habitat, de l'insalubrité, de la pauvreté. Il y a tellement de facteurs qui font que lorsque nous rentrons dans la période de pluie, les conséquences, surtout lorsque cette pluie elle est abondante, les conséquences sont néfastes pour la population. Le premier problème de santé que nous avons dans notre pays, c'est surtout le problème de paludisme. Le paludisme, c'est une maladie dont les vecteurs se développent surtout en période de pluie. Il y a d'autres germes qui se développent du fait de l'environnement. C'est notamment la fièvre typhoïde, notamment les hépatites qui se développent aussi. Il y a d'autres maladies qui sont des maladies infectieuses qui sont favorisées par l'environnement humide et chaud. Et toutes ces maladies se développent en période de pluie. Pour éviter ces maladies, plusieurs précautions doivent être prises par tout citoyen. Et par rapport à ces maladies, il y a des dispositions que les populations doivent prendre. Une des dispositions à prendre, la plus essentielle, la plus immédiate à prendre, c'est faire en sorte que lorsque la pluie s'annonce ou bien en période de pluie, il faut mettre des dispositions hygiéniques autour des maisons. C'est-à-dire balayer régulièrement les maisons, se débarrasser des boîtes qui peuvent retenir l'eau pour que les moustiques n'aillent pas pondre les œufs dans ces boîtes. Si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de bas-fonds, donc il faut faire en sorte qu'il y ait de la propriété autour de sa maison. Ça, c'est fondamental. Et maintenant, faire attention à tout ce qu'on consomme. Si nous êtes dans un environnement comme à Cotonou, où nous sommes, le niveau de l'eau, je veux dire, il y a une zone de développement des bas-fonds, il faut nécessairement faire en sorte que tout ce que vous consommez soit vraiment propre. Parce que c'est ça qui est à l'origine des contaminations et qui donne le choléra. Parce que ces germes se sont développés dans ces environnements. Si vous êtes dans l'environnement, il faut prendre des précautions pour que ces germes-là n'intègrent pas votre corps, c'est-à-dire que vous n'avalez pas ces germes. Alors pour cela, il faut manger des aliments propres. C'est important. Pour les enfants, faire en sorte, puisque les enfants sont les plus touchés, les plus exposés, les plus à risque, il faut tout faire pour que ces enfants aillent au lit sous moustiquaire avant 22 heures. Parce que les recherches ont montré que lorsque les moustiques se développent et rentrent dans les habitats, leur marché de dupes, c'est-à-dire ils commencent par piquer fondamentalement les patients après 22 heures. Donc après 22 heures, ces moustiques, leur activité s'augmente, alors il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de contact avec les enfants, pour que les enfants ne soient pas malades.
Ouvrons à présent la page internationale de cette édition. L'Éthiopie et le Soudan, dont les peuples sont frères, doivent garder leur nerf, a estimé mercredi le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur fond de récentes tensions à leur frontière commune. Lundi, Khartoum a accusé l'armée éthiopienne d'avoir exécuté en territoire éthiopien 7 soldats et un civil soudanais fait prisonniers en territoire soudanais dans la zone frontalière d'Al-Fashaga, contestée par les deux pays. Le chef de la Commission de l'Union africaine s'est dit inquiet mercredi de l'escalade des tensions militaires entre l'Éthiopie et le Soudan. Une intervention qui fait suite aux allégations de Khartoum selon lesquelles l'armée éthiopienne aurait exécuté 7 soldats soudanais et un civil lors d'un incident dans une région frontalière, allégation rejetée en bloc par Addis Abeba. La partie éthiopienne regrette la perte de vies humaines conséquence d'une altercation provoquée par une unité de l'armée soudanaise. Les forces de défense éthiopiennes n'ont pas participé à cela et aucun prisonnier de guerre n'a été exécuté. Nous rejetons donc catégoriquement l'allégation selon laquelle les forces nationales éthiopiennes auraient été à l'origine de ce conflit. Depuis lundi, le ton est monté entre Khartoum et Addis Abeba qui ne sont jamais parvenus à un accord sur le tracé de leurs frontières. Le Premier ministre éthiopien a cependant appelé le Soudan mais aussi son pays à faire preuve de retenue. Le gouvernement de l'Éthiopie reste attaché au principe de résolution à l'amiable et aux différences existantes entre les États, en particulier le Soudan très proche. Le peuple soudanais est une nation fraternelle et sœur ou entretient des liens fraternels avec le peuple éthiopien. Notre participation au processus de paix au Soudan et les marées historiques qui ont soutenu ces relations ne doivent pas être oubliées et je ne pense pas que cette altercation puisse gâcher cela. Des cultivateurs éthiopiens sont installés depuis des décennies sur la zone frontalière d'Al-Fashaga où les accrochages militaires déjà réguliers se sont intensifiés depuis 2020 et l'installation des troupes soudanaises dans cette région. Le gouvernement malien a adopté un calendrier électoral de la transition à 3 jours d'un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui doit se pencher sur les sanctions sévères prises en janvier pour sanctionner les militaires. Selon le document officiel, la date de la présidentielle est fixée à février 2024 et celle du référendum sur la nouvelle constitution en mars 2023. Est à présent épuisé. Au Mali, le gouvernement adopte un calendrier électoral de la transition, quelques jours avant un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un rendez-vous au cours duquel la CEDEAO doit se pencher sur les sanctions sévères prises en janvier pour sanctionner les militaires au pouvoir. Concernant le chronogramme du référendum constitutionnel et des élections, pour le référendum constitutionnel, la date retenue est le dimanche 19 mars 2023. Pour l'élection des conseils des collectivités territoriales, conseillers communaux, conseils de cercle, conseils de région et du district, la date retenue, c'est le dimanche 25 juin 2023. La date de la présidentielle est quant à elle fixée à février 2024. Le calendrier électoral doit être soumis dimanche aux chefs d'État de la CEDEAO lors de leur sommet à Accra. Alors que les difficiles négociations entre l'organisation et Bamako se poursuivent, le Mali étant toujours soumis à un vigoureux embargo et confronté à une économie très éprouvée. Direction le Sénégal, un nouveau rassemblement à Dakar à l'appel de l'opposition ce jeudi. De nombreux Sénégalais sont descendus dans les rues de Dakar armés de casseroles et de glaçons. Ils ont répondu à un nouvel appel de l'opposition à faire du bruit pour dénoncer le pouvoir en place. Au Sénégal, mercredi, l'opposition avait renoncé à ses manifestations contre le pouvoir et annoncé qu'elle participerait finalement aux élections législatives du 31 juillet. 24 heures plus tard, elle a quand même appelé les Sénégalais à faire du bruit dans les rues pour dire à nouveau leur mécontentement face à la situation politique dans le pays. Ce jeudi, ils étaient très nombreux à répondre à cet appel, armés de casseroles et de klaxons. Le concert de casseroles là, les Sénégalais sont fatigués quoi. Sur le régime de Macky Sall là. Bon, nous avons besoin de manifester notre colère. Bon, quand ils nous ont interdit dans les rues, bon, c'est un autre moyen
de s'exprimer. Aujourd'hui, la démocratie au Sénégal est en berne. Et si on continue comme ça ne va pas aller. Parce que la démocratie, c'est le peuple qui s'exprime. C'est la liberté d'expression, c'est ça la démocratie. Mais si on empêche le peuple de s'exprimer, ça c'est une dictature. Voilà. Aujourd'hui, on a vu des députés, des maires qu'on enferme gratuitement. La tension va croissant au Sénégal après l'invalidation par le Conseil constitutionnel d'une liste nationale de candidats de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Une invalidation qui élimine de la course le chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko, et un certain nombre d'adversaires du président Macky Sall. L'opposition dénonce un stratagème de la présidence pour écarter ses adversaires. Et direction l'Ukraine, à présent, la situation à Lysychansk, ville de l'est de l'Ukraine sous pression de l'armée russe, est extrêmement difficile, avec des bombardements plutôt très puissants, rendant impossible les évacuations des civils. Au moins 17 personnes ont été tuées lors des frappes sur des immeubles de la région d'Odessa. Alors que l'OTAN promet un soutien indéfectible à l'Ukraine, sur le terrain, l'armée ukrainienne fait face à d'importantes difficultés, notamment dans l'est du pays à Lysychansk, où la situation est extrêmement difficile. Selon le gouverneur ukrainien, les forces russes qui sont à la périphérie de la ville continuent de faire pression. Lysychansk est constamment bombardée par l'armée russe. Et selon les autorités locales, il est impossible d'évacuer les civils dont les besoins ne cessent d'augmenter. Près de 16 millions de personnes en Ukraine ont aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire. Ils ont notamment besoin d'eau, de nourriture, de soins et de logements. Ce sont des chiffres provisoires que l'ONU est en train de réviser. Ce jeudi, l'Ukraine s'est félicitée du départ des forces russes de l'île aux serpents, dont Moscou avait pris le contrôle dès les premières heures de son offensive. Alors que Kiev y voit une victoire hautement symbolique, la Russie a affirmé avoir retiré ses troupes en signe de bonne volonté et pour faciliter les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Le président russe a de nouveau affirmé ce jeudi que Moscou ne faisait pas entrave à l'exportation du blé ukrainien. Selon lui, ce sont les sanctions occidentales qui menacent la sécurité alimentaire. Et pendant ce temps, l'OTAN a exhorté Vladimir Poutine à mettre fin immédiatement à la guerre, mais Moscou assure que les plans militaires en Ukraine sont inchangés. Le président indonésien Joko Widodo, qui était en visite au Kremlin, a remis à Vladimir Poutine un message du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président russe Vladimir Poutine a condamné une OTAN ancrée dans la guerre froide et a déclaré que rien n'a changé concernant ses plans militaires en Ukraine. L'OTAN l'a exhorté à mettre fin immédiatement à la guerre. Le chef de la diplomatie russe en visite au Bélarus a ironisé. En ce qui concerne le rideau de fer, je suis d'accord avec le ministre bélarusse des Affaires étrangères pour dire qu'il est déjà en train de tomber. Les Occidentaux devraient cependant faire attention à ne pas y coincer quelque chose, mais le processus est lancé. Le président indonésien Joko Widodo, qui était en visite à Moscou, a remis à Vladimir Poutine un message du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky sans en révéler le contenu. Les deux hommes ont aussi évoqué la sécurité alimentaire. Vladimir Poutine, à la recherche de soutien, s'est félicité d'un renforcement du partenariat russo-indonésien. Et la Chine pour finir, le président chinois a célébré vendredi à Hong Kong le 25e anniversaire de la rétrocession du territoire par le Royaume-Uni à la Chine. L'occasion pour Pékin de réaffirmer le principe un pays, deux systèmes et d'afficher son contrôle de Hong Kong. Reportage. Le président chinois en visite à Hong Kong. Xi Jinping a assisté à la prestation de serment du nouvel exécutif local. Le territoire semi-autonome est désormais dirigé par cet homme, John Lee. Un événement qui coïncide avec le 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à Pékin. La présence du numéro 1 chinois à cette cérémonie illustre d'ailleurs bien la mainmise de Pékin sur Hong Kong. Dans son discours, le président chinois a estimé qu'après la réunification avec la mère patrie, les habitants de Hong Kong étaient devenus les maîtres de leur propre ville. La vraie démocratie à Hong Kong a commencé à ce moment-là, a ajouté Xi Jinping.
Pendant plusieurs années, les habitants de Hong Kong ont pu profiter de libertés, politiques notamment. Mais depuis 2019, les autorités ont serré la vis, réprimant toute contestation. Les manifestations pro-démocratie sont interdites. Le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, s'en inquiète. Nous n'abandonnons pas Hong Kong. Il y a 25 ans, nous avons fait une promesse au territoire et à son peuple, et nous avons l'intention de la tenir. Nous veillons à ce que la Chine respecte ses engagements afin que Hong Kong soit à nouveau géré par le peuple de Hong Kong, pour le peuple de Hong Kong. Les cérémonies organisées ce vendredi se sont déroulées en comité réduit, pas de participation du public, officiellement pour des raisons sanitaires. Cette visite du président chinois constitue son premier déplacement hors de Chine continentale depuis le début de la pandémie de Covid. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Nous sommes le 1er juillet. Bon début de mois à vous et portez-vous bien.